Aujourd'hui, on ne s'ennuie plus, ou en tout cas, on ne s'autorise plus à le faire. Dès qu'on a 3 secondes de vide, on sort le téléphone, on déverrouille, on scrolle sans même y penser, sans même le vouloir, parfois. Et c'est là que ça devient paradoxal. L'ennui, qu'on a toujours vu comme un truc chiant, serait en réalité un bienfait, un luxe, un moment rare à l'ère de la sollicitation permanente. Comment on en est arrivé là? Pourquoi l'ennui est bénéfique et pourquoi on l'a sacrifié sur l'autel de la productivité et de l'hyperconnexion? C'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Hello, c'est Quentin et bienvenue sur Bubble, le rendez-vous incontournable pour les amoureux de nouvelles technologies et du design. Les gars, mes petits osios, c'est quoi votre rapport à l'ennui? En vrai, ce que tu as dit, maintenant, ça englobe un peu mon cas. Je vais pas te mentir que... On a un rapport conflictuel avec l'ennui, en fait. C'est qu'en fait, c'est tellement une connotation péjorative. Je crois que ça fait depuis pas si longtemps que ça. En fait, on a attendu de tomber dans l'excès pour peut-être se poser la question de savoir pourquoi s'ennuyer, c'est quelque chose d'important. Et on va sans doute le développer dans ce podcast. Mais il y a beaucoup le mot fainéantise à côté de l'ennui. C'est vrai. C'est vrai, ouais. Moi, je sais que mes parents, tu vois, quand j'étais gamin, s'ils me voyaient assis à regarder la télé, c'était pour eux, voilà, c'était pas bon. Il fallait que je me bouge, il fallait avoir toujours quelque chose à On va faire. jouer dehors. C'est vrai que t'as raison de mettre ça en parallèle parce que c'est généralement, tu confrontes les deux et généralement l'ennui est mal compris. Et tu vois, en travaillant ce sujet-là, j'ai vu un reportage sur Arte que je vous invite à voir qui était plutôt bien, où on parle pas forcément totalement de tech, mais on parle justement de l'ennui. Et il y a un mec comme Karl Lagerfeld qui disait que les gens qui s'ennuyaient, c'était un peu des connards. Tu vois, il avait une vision très péjorative du truc. Et il y en a qui disent qu'avec tout ce qu'il y a à faire dans ce monde-là, franchement, s'ennuyer, c'est vraiment chercher, entre guillemets, la merde. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, avec l'hyperconnectivité dont on a affaire, avec les notifications et autres, je pense qu'on a un vrai problème. On se rend compte des dérives que ça a de ne plus trouver le temps de s'ennuyer. Parce qu'il y a pas mal de choses, je pense, des découvertes qu'on a peut-être pu faire dans notre histoire, où parfois c'est parti de l'ennui, tu vois. On peut se poser la question, toi comme moi, comme on est créateur de contenu, et peut-être toi, dans certains de tes projets, à quel moment est venue l'inspiration de faire certaines vidéos, de faire certains projets? Bah pour moi, ouais, pardon. Non, j'allais dire, c'est rigolo parce que en fait, les gens qui écoutent le podcast, c'est ça, on fait pas tout à fait la même chose. Vous êtes vraiment dans le domaine créatif et moi dans la sécurité. Donc le rapport au côté créatif, je l'ai pas vraiment. Là où par contre, je peux avoir, un rapport un peu conflictuel justement à cet aspect-là aux notifications, c'est dans un syndrome qui s'appelle le fear of missing out. Oui, la peur de le FOMO. louper quelque chose, le FOMO, effectivement. Et en fait, je fais un métier où la veille, c'est hyper important, parce qu'il faut rester au fait des nouvelles technologies et puis des vulnérabilités qui les englobent. Et donc, ça implique d'être connecté. Il y a un vrai travail régulier sur de la veille, sur de l'information. On a le même problème, nous aussi. Et c'est, voilà, sur la partie, effectivement, design, sur la partie nouveaux produits Et puis, tech, etc. toujours être au courant des dernières nouveautés, des dernières choses. Tout à fait. Et du coup, alors c'est moi dans la partie créative, mais effectivement, moi, c'est ce rapport-là qui est un peu problématique dans la mesure où c'est presque une nécessité professionnelle, un peu comme vous, mais outre mesure, qui me nécessite que je sois régulièrement sur les réseaux à suivre ce genre d'infos. Au début, on le camoufle comme ça, et puis après, ça devient en plus de ça une addiction. Mais c'est vrai que pour moi, s'ennuyer, c'est un signal. Ça montre un petit peu que limite, le cerveau en a marre de faire une tâche, mais c'est surtout que ça permet derrière de vagabonder, de créer, d'explorer finalement des trucs. Et moi, je m'en rends souvent compte où je me dis, par exemple, j'ai un truc de bricolage à faire. Ouais. Où il faut que je réfléchisse à comment bien le faire, quel matériau je dois acheter pour faire ceci, cela, etc. Et quand je regarde le truc, je me dis non. Et en fait, j'y réfléchis derrière au moment où je me fais chier. Je suis en mode putain, Eureka, c'est ça, tu vois. Et ça vient dans ces moments-là. Et il y a un auteur qui s'appelle Neil Gaiman, que vous connaissez peut-être, qui a fait notamment Good Omens, Stardust, c'est cet auteur-là britannique. Il disait d'ailleurs, l'ennui est l'essence même du carburant créatif. Pour moi, il y a un truc très très fort dans l'ennui, où justement tu vas essayer d'aller un peu plus loin sur des domaines que tu es en train de réfléchir, peu importe ce que tu fais. Et ça peut marcher dans le bricolage, mais ça peut marcher sur les métiers créatifs. Le côté page blanche, tu vois, peut être essuyé par des phases où justement tu essayes de limiter ton temps de travail, par exemple, pour justement te basculer là-dedans, quoi. Mais je suis d'accord sur plein de trucs, ne serait-ce que le fait de laisser ton cerveau vagabonder et pas lui donner une direction. C'est-à-dire que tu vas pas nécessairement lui imposer, un chemin de réflexion en allant même chercher des idées sur Internet, chose qu'on peut faire, que moi je suis en train de faire pour un projet perso, etc. L'idée aussi de s'ennuyer et de partir de rien et surtout de ne pas se faire embarquer par des stimuli externes peut aussi permettre de toi
mettre vraiment une idée sur le papier, d'aller vraiment dans quelque chose qui te plaît. Mais il faut accepter le fait que tu commences et que le démarrage est souvent plus long. Puisque tu commences de rien, mais que, comme tu l'as dit, tu as le syndrome de la page blanche au départ, tu galères un petit peu, mais quand tu commences à créer le média, le support, l'œuvre que tu veux créer, en fin de compte, c'est quelque chose qui vient vraiment de toi, qui vient vraiment de ton inconscient. Il ne faut pas oublier que le cerveau, alors, paradoxalement, il a besoin de se reposer, comme tes intestins, comme le fait qu'on dorme, etc., comme nous en tant qu'être humain. Par contre, il n'aime pas le vide. Donc, automatiquement, lui, il n'aime pas il n'aime pas le rien. Il va automatiquement commencer à créer des trucs, à récupérer. L'idée d'être stimulé, en fait, constamment. C'est ça. Et c'est marrant parce que justement, plus on avance, plus on essaie de tuer cet ennui, notamment avec les notifications, mais c'est aussi avec les réseaux sociaux, les sollicitations pro, le jeu, le scroll infini, et on va en parler. Il y a toujours ces trucs-là où, en fait, les instants suspendus que tu peux espérer avoir à un moment donné dans ta vie, où tu peux avoir les idées un peu plus claires, généralement... Et je prends mon exemple, j'ai de plus en plus de mal à m'ennuyer parce que je suis sollicité en permanence. Je dis pas que je suis une rosta ou quoi que ce soit, c'est juste que j'ai beaucoup de choses à faire dans ma journée, donc j'ai moins de temps pour me dire là ce matin j'ai un temps off et c'est important aussi de le faire. Et parfois je le mets dans mon calendrier carrément en disant ce moment-là j'ai 1 heure où je fais rien, enfin je fais ce que je veux globalement. Et c'est important aussi de laisser le côté un petit peu intuitif de la chose, c'est dire ok, aujourd'hui je fais exprès de me booker un truc, mais il faut vraiment que je m'y tienne, tout comme se tenir à une séance de sport, parce que tu as besoin de ces moments-là aussi. Et c'est très compliqué et de plus en plus. Et c'est marrant parce que autant tu arrives à bien voir le bienfait de faire 1 heure de sport, par exemple ta séance, autant de se dire je vais booker pour juste vagabonder, laisser mon esprit vagabonder à droite à gauche sans me laisser solliciter par quoi que ce soit, c'est plus difficile. Et c'est terrible parce que justement, tu as l'impression de ne rien faire, mais dans le sens rien faire en te disant, en culpabilisant presque du fait que tu pourras avancer sur d'autres trucs. C'est exactement ça. Et c'est très contre-intuitif de se dire que le fait de s'ennuyer peut me permettre d'être plus productif, d'être mieux. Mais il faut que j'accepte le fait de m'arrêter pour mieux continuer. Et puis il y a un côté sociétal aussi, et Mathieu le disait bien, c'est que parfois en fait tu te dis mais en fait tu t'ennuies, donc en fait t'as rien à faire. Ouais, tout à fait. Donc tu travailles pas, donc machin. C'est un côté très péjoratif. Il y a un côté très péjoratif, et il y a aussi un truc de tu te dis, et moi ça m'arrive de plus en plus souvent, où genre je suis là, je bosse toute la semaine bien, machin, je suis tranquille. Le week-end, c'est le moment où je me repose, je suis bien. Et je vais voir, je sais pas, des potes sur des trucs, sur des projets, des potes taffés, des choses comme ça. Et mon cerveau direct, il va se dire putain, tu devrais pas te lever de ce putain de canapé et aller bosser, là, espèce de feignant. Et il y a des moments comme ça où vraiment ça me baise le week-end parce que j'ai l'impression d'avoir perdu du temps à faire des trucs alors que juste je suis posé, j'ai besoin de me reposer aussi. Mais il y a le cerveau qui se remet en marche en disant franchement, tu vois, là, t'avais 2 heures, t'aurais pu les mettre à contribution pour faire un truc et tu l'as pas fait. C'est presque un peu comparable à, tu sais, au Japon. Alors, je crois que c'est au Japon, si je dis pas de bêtises. Ils sont très adeptes de ce que je vois, de ce que j'ai entendu de la sieste au travail. C'est-à-dire, tu prends une demi-heure après manger, tu te reposes un petit peu. Et en fait, c'est bien vu, ça veut dire que t'as tellement donné que t'es vraiment fatigué. Et en fait, c'est un truc. Nous, t'imagines, demain, tu vas voir un mec, un de tes collègues dans un taf corporate faire la sieste. Ils vont dire, mais il fait quoi, ce fou là? J'ai déjà vu ça. Il est payé à dormir. Et les gens, ils te regardent. Enfin, c'est très très mal jugé. C'est très mal vu. Pas moi, mais j'ai vu. Ouais. C'est très mal vu. Et en vrai, la sieste après manger, juste après avoir, tu sais, d'être retourné à ton bureau et tout, une demi-heure, comment t'es requinqué pour l'après-midi, c'est incroyable. Et c'est un truc qui, et c'est pas vraiment comparable au fait de s'affranchir des notifications, mais il y a un côté similaire dans le sens où il faut accepter des fois de se reposer et de s'accorder juste un temps de pause, puisque c'est ce que c'est un temps de pause, pour permettre de mieux avancer par la suite et d'avancer surtout avec clarté, avec avec presque de la légèreté en fin de compte. Mais après, est-ce que le sommeil, la sieste dont tu parles, ça fausse pas le débat parce que finalement tu t'ennuies pas, tu te reposes, donc c'est peut-être pas. Ouais, mais dans la démarche, c'est-à-dire que tu t'accordes du temps de non sollicitation, et pour faire une pause sur le reste en te disant effectivement j'en ai besoin pour avancer mieux dans les tâches futures. Vous êtes friand du téléphone avant de dormir ou pas? Alors, je suis pas friand. Ou de l'écran. Je suis pas friand, mais je vais être honnête. Je m'endors avec mon téléphone le soir et je me réveille avec mon téléphone le matin. Ouais, moi, c'est un truc que je faisais pas avant. Et depuis que maintenant je suis passé en mode créateur pro, j'ai toujours envie de regarder mes chiffres parce que c'est toujours mon addiction en termes de vérifier ma progression. Encore une fois, c'est pas une question d'ego ou c'est pas une question de vouloir péter le game, mais toujours de voir est-ce que j'ai progressé.
le peu de temps où j'ai regardé peut-être une série lié au taf. juste avant. D'ailleurs, Ouais. Big Up, je regarde Silo en ce moment. Voilà, monsieur. Ah, tu vas kiffer. Exactement. Bah, j'ai 2 livres dont je vous parlerai un petit peu plus tard, justement, qui traitent sur ce sujet. Donc, on va Et y c'est venir. là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, pendant un moment, j'ai réussi à me mettre la discipline. Tu sais, j'ai acheté une liseuse, on en avait parlé un petit peu dans un épisode précédent. Et ça fait un mois que je ne l'ai pas touché parce que je m'endors avec le téléphone. Et en fait, c'est terrible parce qu'il y a un côté contre-intuitif de la journée, j'ai travaillé. J'ai pas, moi, utilisé ce temps-là pour moi, pour me distraire. Me distraire, c'est quoi? C'est soit jouer aux jeux vidéo, soit scroller sur Instagram pour regarder des trucs YouTube. Qu'est-ce que je fais? Bah, je rattrape le soir. Parce que je me sens coupable de ne pas l'avoir fait dans la journée. Du coup, pareil que toi, je m'endors avec ça. Et du coup, ça vient alimenter tous les troubles du sommeil qui subséquents avec les expositions à la lumière bleue, ce genre de choses. Mais du coup, on a beaucoup tendance là à s'auto-flageller pendant ce podcast. Il faut savoir quand même que en fait, la tech, c'est quand même l'ennui, c'est l'ennemi numéro 1 pardon, des géants de la tech, puisque tout ce qu'ils veulent, eux, c'est récupérer notre temps de cerveau disponible pour récupérer de la data. Et la data, c'est un petit peu aujourd'hui l'or noir, on va dire, de notre époque. Et à savoir, il faut quand même se poser la question si on n'est pas client ou les produits de cette guerre de l'ennui, en fait. Est-ce que c'est nous-mêmes qui faisons pas cet effort, ou est-ce qu'au final, on est conditionné par les géants de la tech à toujours vouloir nous offrir du temps de cerveau, à vouloir s'accaparer notre temps de cerveau disponible? Ah bah dans tous les cas, c'est la grande guerre, notamment de Netflix par exemple, qui est en train de se battre avec YouTube sur justement ce temps de cerveau disponible. Mais des trucs bêtes, mais bon, t'es un arrêt de bus, bah t'ouvres Instagram ou t'ouvres TikTok. Tu viens de faire un meeting où tu discutes avec des gens, bah t'es sur WhatsApp et en fait tu vas d'une conversation à une autre et tu continues, etc. En fait, il y a plus vraiment de... Il n'y a plus vraiment cette pause que tu vas t'octroyer à toi-même, et j'en avais fait les frais justement en début d'année quand j'avais fait cette semaine sans iPhone, où justement bah, t'es là, bah, le midi quand tu dois manger, tu regardes ton poulet cuire parce que t'as que ça à foutre, quoi. Ouais. Et en même temps, c'est dans ces moments-là où tu vas commencer à réfléchir, et t'as la première phase où je pense c'est un peu compliqué parce que t'essayes de trouver des choses à faire et t'y arrives pas, machin, et après tu passes à la deuxième phase où t'es en mode le cerveau commence à s'échapper, et là tu commences à être cool. Mais du coup, est-ce que tu penses que on est foncièrement uniquement nous-mêmes responsables, ou comme je le disais, est-ce que quand Ah non, même mais c'est les les gens deux. de la tech, ouais, parce que tu vois, on voit hein, qu'ils font tout un design par l'addiction en fait, avec comme on le disait, les notifications, les scrolls infinis, les récompenses variables. Moi, pour te donner un exemple très con, mais vraiment celui où je peux avoir en ce moment, j'ai honte de faire ce que je fais. J'ai accès au Game Pass, j'ai une offre pendant 1 an. Et en fait, l'application m'indique à chaque fois que j'ai des récompenses à récupérer, ces espèces de monnaie virtuelle. Je sais même pas ce sur que le c'est. Xbox Game Pass. Ouais, c'est tu ça sais, sur l'application Ouais, mobile, ouais. ils disent ouais, t'as des récompenses à récupérer dans la journée. Et en gros, c'est une notif qui m'appâte. Je clique, je récupère, c'est des coins, tu vois, des espèces de monnaie virtuelle. Et ça augmente à chaque fois. Je récupère 20, 30 pièces et tout. Je sais pas ce que ça fait, mec. Tu sais que je le fais machinalement parce que j'ai peur de les manquer et de me dire, putain, ça serait bête. Et en fait, moi, mon objectif à terme, c'est d'espérer que pourquoi pas à la fin des 1 an, toutes les coins que je me suis fait chier à récupérer, qui m'appâtent à peu près presque tous les jours. Hein. Tous les jours, j'ai une notif d'un truc que je fais. Et tellement je fais plein de choses, j'ai toujours pas pris le temps d'aller me renseigner. Ça se trouve, ça sert à rien. Ça se trouve, ça va m'offrir un skin genre Call of, alors que je joue jamais à Call of, tu vois, ou un truc comme ça. Et du coup, je récupère ces pièces-là machinalement en espérant qu'au bout d'1 an, je puisse récupérer une prolongation du Game Pass sans avoir à payer, tu vois, avec un espèce de crédit de ces pièces-là. Tu vois, genre, on en est là, quoi. C'est-à-dire que je clique sur des trucs, je T'es sais même pas ce que ça conditionné. fait. Ça y est, t'es conditionné. Ouais, puis c'est le ouf. jour où t'auras pas un notif, tu vas te dire, tiens, c'est bizarre et tout ça. Et puis ça va te stimuler à y retourner. Et le pire, hein, c'est que je sais pas ce que ça fait, mais j'ai cette fameuse petite source de dopamine, tu vois, qui vient à ce moment-là en disant ah, et là je vois qu'en plus j'ai récupéré, tu vois, des fois je récupère 40 pièces au lieu de 15 pièces, et là je dis ah, c'est cool. Je sais pas ce que ça fait. J'ai 2 expériences à vous partager que j'ai étudiées du coup pour ce sujet. Il y a 2 choses. Déjà, bon, on est d'accord sur le fait qu'on globalement on ne supporte plus rien faire, plus ne rien faire. Attention. Il y a une expérience qui a été menée aux États-Unis qui a montré que certains participants préféraient s'administrer de légères décharges Je l'ai électriques vu ça. plutôt Ouais. que rester seul avec leurs pensées. C'est ouf. Ouais. On De leur donnait fou. un taser et on leur a dit voilà, on te laisse avec ça. Et genre, c'était censé durer 15 minutes le truc. Et même avant,
ils en pouvaient plus, ils essayaient, ils voulaient tester quoi. C'est de se mettre un coup de décharge et tout. Et les gens, il se peut que je l'ai fait la semaine dernière avec la raquette électrique de Quentin, mais je m'ennuyais pas quoi. C'était moi, c'était tout à fait volontaire. C'était juste le cerveau. Après, tu mets moi sur une tablette enfermé dans une pièce avec un taser, je me mets un coup de taser. En vrai, juste pour le délire. Pour l'essayer. Bah ouais, voilà. Bah oui. Je dis pas que je vais passer un quart d'heure à le faire. Par contre, je vais mettre un coup de taser. Je dis, c'est un peu marrant. Je vais le poser puis je vais attendre quoi. Je pense que le vrai nœud du problème, au final, c'est pas avoir peur de l'ennui, c'est à l'incapacité d'y rester. C'est-à-dire que si je te dis, ouais, on fait une expérience en te disant, ouais, bah je te laisse t'ennuyer pendant 1 minute. Je pense que tu y vas tranquille. 1 minute, c'est ok, ouais. En vrai, tu vois, je suis en train de penser à un truc pendant que tu parles. On pourrait faire un test là tout de suite. On arrête de parler genre 15 secondes. Venez, genre, voilà, là, on arrête de parler. C'est terrible, non? Mec, j'avais trop envie de lâcher une phrase. Genre dire, restez là, les gens du podcast. J'avais envie de dire, c'est pas un bug. C'est pas un bug. J'ai arrêté de parler 15 secondes. Vous revoyez pas, mais nous, on a un timer pour voir combien de temps on parle et tout. 15 secondes. Vous, dans la voiture, vous êtes en train de vous dire, mais attends, mais ça a bugué ou quoi? Le podcast, il est parti. Et tu sais qu'en vrai, il y a peut-être des gens qui auront quitté le podcast. Il y a des gens sur la route, ils sont en train de toucher leur smartphone pour dire, mais c'est quoi cette connerie? J'ai plus de raison encore. Il faudra voir les datas, ça se trouve, on va avoir un pic descendant de la moitié des gens. Je te remercie, Rewan, pour ça. Mais c'est fou, t'as vu comment c'est regardé en mode, bah attends, faut rien dire là, faut attendre. Mais c'est surtout qu'en fait, alors il y a un côté un peu spécial, c'est qu'on est en train d'animer un truc, donc forcément, faut parler. On a besoin de combler. Mais ça me fait rebondir sur une deuxième expérience, parce qu'il y a certaines marques qui commencent à en prendre conscience de ce truc-là. Et à New York, ça vient de sortir, il y a la marque de thé glacé Pure Leaf, je connaissais pas d'ailleurs, qui a récemment installé un distributeur un peu particulier, où pour avoir une boisson gratuite, t'es obligé de mettre dans un compartiment spécialisé et sécurisé ton smartphone. Sauf que, et c'est filmé tout ça, les gens arrivent, ils voient une boisson gratuite, c'est des rats. Ouais, ils se disent, on prend, easy, évidemment, Ils moi se je rendent compte prends. qu'ils doivent laisser le smartphone 60 secondes, ils font tous, rends-le. Ils le mettent dedans, là à partir de là, la boisson descend, le smartphone est verrouillé, pas pendant 1 minute, pendant 10 minutes. Aïe. Et alors là, tu vois tous les gens, mais vraiment, il y en a beaucoup, qui commencent à s'énerver sur la machine. C'est ça. Rends-moi mon téléphone. Ça ne va pas arriver puisque, bah, évidemment, le truc est bloqué, il est verrouillé. Donc, ils sont obligés de s'installer sur le canapé qui est juste derrière, ouvrir la boisson, profiter du moment, attendre ce temps-là, regarder ce qui se passe, etc. Mais l'expérience sociale de voir les gens s'énerver pour qu'on leur rende leur smartphone comme si c'était Gollum avec Mon Précieux, c'est incroyable à voir. Ouais, ça doit être fou. Non, mais c'est le cas pour beaucoup de choses parce que je te disais, j'ai vu ce reportage là donc sur Arte et il disait qu'il y en a qui basculaient dans de l'extrémisme à cause de l'ennui, tu vois. Tu peux faire des dingueries, des choses que tu ne devrais jamais faire si tu t'ennuies trop. C'est assez fou. Le sujet du smartphone avant d'aller dormir, pour moi, il est assez terrible parce que de base, j'ai pas un sommeil qui est génial. Je suis vachement sujet au dérangement pendant la nuit. J'ai un sommeil qui est très léger. Donc là, en ce moment, il fait chaud. Il y en a beaucoup qui arrivent à dormir à la fenêtre ouverte. C'est impossible. Ça me réveille. Même pas pour les moustiques. Tu peux ouvrir et mettre une petite moustiquaire, un truc comme ça. C'est le bruit, ça me réveille. Et je veux pas dormir avec des bouchons parce que je me dis, s'il y a une couille pendant la nuit, je veux que le son me réveille et je veux pas m'asphyxier chez moi parce qu'il y a le feu et que l'alarme m'a pas réveillé. Par contre, il y avait une étude qui a été faite qui s'appelle Smartphone Usage at Bedtime, donc utilisation du smartphone avant d'aller dormir en 2021, donc c'est assez récent, auprès d'étudiants universitaires. Donc c'est une étude américaine, OBM neurobiologie. Le constat, c'est que 64% des utilisateurs de smartphones au coucher présentaient une plus grande latence d'endormissement. Donc, tu mets plus de temps à aller dormir naturellement. Plus de réveil nocturne, donc tu es plus susceptible de te réveiller la nuit pendant que tu dors. Et un sommeil de mauvaise qualité comparé à ceux qui ne l'utilisent pas. Et l'anxiété et du coup le FOMO, le fear of missing out, le fait de louper une information, une info, vient aggraver ce truc-là en disant tu te réveilles la nuit. Qu'est-ce que tu fais quand tu te réveilles la nuit? Tu touches ton téléphone, tu regardes si t'as pas une notif. Alors ça, par exemple, ça m'arrive jamais ça. Ah ouais? Toucher le téléphone dans la nuit, si je me réveille juste pour aller pisser quoi. Je me réveille pas pour regarder les notifications. Alors ça, j'avoue non plus, ça m'arrive pas. En général, mon smartphone il est posé, il est en train de charger et j'ai l'heure. Donc je vois l'heure, j'ai le seum en général parce que je me dis putain. Fait chier, ouais, c'est ça. Il faut maintenant que je retourne dans un cycle de dodo, etc. Mais c'est vrai que je le chope pas. Le moment où je le chope, par contre, c'est quand j'arrive pas à me rendormir. Moi, ça m'est arrivé ça, ouais. Tu vois, j'arrive pas à me rendormir. Ouais. Il y a ma femme qui est en train de dormir. Je dis putain, je vais pas me lever, aller faire je sais pas quoi et tout. Donc qu'est-ce que je fais? Je chope le téléphone, je mets mes écouteurs, je me mets un podcast, je mets un truc et je me rendors avec. Moi, je me refuse à regarder le tel. Ouais. Mais au bout d'un moment, quand je sens que j'y arrive pas quand même, tu vois. Mais vraiment, je me refuse, hein. Mais je pense que j'arrive à tenir. Mais par contre, c'est marrant, tu tiens 20,
30 max quand t'es au sommet. C'est ça, au 30 summum minutes du à me game, et retourner après- dans le lit, à faire 3 fois le tour de Après, la tu couette. dis là, ouais, je vais regarder un truc vite fait. Et c'est terrible parce que j'écoute le truc, je me rendors et je me réveille, je me rends compte que j'ai la vidéo ou alors qu'elle s'est terminée mais que j'ai encore les écouteurs, donc je me réveille, je pose ça et du coup je suis encore physiquement éveillé, je me rendors. C'est terrible. Ouais. C'est terrible et j'ai pas trouvé d'alternative là-dessus. J'ai essayé la mélatonine, j'ai essayé... Alors sur le sommeil, de toute façon, ce qui est recommandé, c'est tout simplement, parlez-en à Brian Johnson, il vous dira votre téléphone, vous le mettez dans le cul et puis vous l'utilisez pas. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je te Vous parlais le de la mettez lecture très loin. tout à l'heure. Et il y en a qui font d'autres choses, Là, mais Dans le cul en mode vibreur. Hein. évidemment. Autant qu'à faire, oui. Non mais il y a des gens par exemple qui adoptent une méthode, c'est qu'ils chargent leur téléphone dans le salon par exemple et Ouais. ils vont se coucher dans la chambre. Le téléphone est physiquement en dehors de la pièce et il y a un gros truc sur cette histoire de FOMO, c'est que la vérité c'est que jamais tu manqueras quelque chose. Ouais, mais le jour où tu le manques, frérot. Ouais mais c'est beaucoup de théories. Je suis d'accord. Hein. Moi aussi Je j'ai suis ce truc d'accord. là mais la réalité des faits c'est que jamais tu vas louper quelque chose, c'est extrêmement rare et pendant ce laps de temps c'est du temps que tu peux mettre à profit pour d'autres choses. Mais je suis d'accord, et c'est encore une fois, je reviens sur le problème que j'ai avec le fait que je ne lis pas en ce moment à cause de ça, notamment du fait que je suis encore en mode contenu fast-food avant d'aller dormir, etc. Mais tu vois, le délire de se dire, je mets le téléphone dans En fait, je me sentirais trop coupable d'avoir quelqu'un Bien qui sûr. était contacté. Mon téléphone, quand je le pose pour aller dormir, il est en ne pas déranger. C'est-à-dire que les notifs ne s'affichent pas, ça réveille pas le téléphone, etc. Sauf pour mes contacts d'urgence. Et dans mes contacts d'urgence, il y a toi, il y a ta femme, il y a ma femme, il y a le père de ma femme. Et un pote. Mais c'est tout. C'est-à-dire que ces personnes-là, s'ils m'envoient un message, c'est parce que je sais que déjà, c'est des personnes qui m'envoient pas des messages pour des conneries. Et surtout, s'ils m'appellent dans À ces 2 heures heures du mat, où c'est en ne pas tu bois un déranger. coup. Ouais, c'est ça. Frérot, tu dors là? Bah non, il est 2h du mat, je fais un tennis, abruti de con. Non, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des galères où quelqu'un. Le truc qui m'arrivait, alors ça date de quelques années maintenant, mais c'est en mode, mec, c'est le dernier train, il va pas à ma gare, ma voiture, elle est à l'autre gare, il y a que toi que je peux appeler, tu peux venir me chercher, me déposer à l'autre gare. C'est pas une urgence vie ou de mort, mais si j'avais pas eu cette fonctionnalité-là, le mec, il serait rentré à pied ou il aurait fait je sais pas combien de bornes, tu vois. Pareil, quand toi, à titre perso, quand ta femme était enceinte, je me rappelle qu'on avait mis ce truc-là en place pour que s'il y avait un problème ou quoi, on puisse se communiquer là-dessus. C'est vrai que, outre ces cas-là qui sont exceptionnels et surtout qui sont délimitables dans le temps, j'ai jamais eu de notif où il y avait vraiment un truc de fou. Mais je me dis, le jour où ça m'arrive et que je peux pas réagir, C'est compliqué dans tous les C'est cas terrible. de le déterminer parce qu'effectivement, il y a des périodes où tu peux être plus susceptible que d'autres de le faire et d'autres où c'est pas le cas. Moi, j'ai essayé de reprendre un petit peu le contrôle de certaines manières. Déjà, mon téléphone, il a un Always On Display Ouais. et j'ai supprimé le Always On Display. Tout simplement parce qu'il y a un truc hyper pervers de voir l'écran allumé et du coup d'être tenté d'aller checker, d'accord. de voir si t'as pas une notification et tu reviens sur ce truc de manquer une information. T'es là, tu travailles, il est sur ton bureau, on parle plus de la nuit, mais t'as envie de le voir, tu le vois à distance, donc t'as envie de cliquer, de l'allumer, voir s'il y a pas un petit truc. et outre le fait que ça me baisse la batterie, c'est-à-dire que je veux voir l'heure, j'ai ma montre, je regarde pas mon téléphone. Exactement, c'est ça. Et il y a aussi ce truc là de c'est moi qui décide de regarder le téléphone. Ouais. C'est moi qui décide de te regarder toi, espèce de petite machine. C'est intéressant parce que je viens de recevoir là, juste aujourd'hui, au moment où on enregistre ce podcast, le Fairphone. Et apparemment, il y a un bouton qui permet de shut down un peu tout, les notifs et tout. Et ça va être intéressant, je pense que je vais m'essayer. Le pour concept voir, est stylé. ouais. Il faut que tu le prennes en main, Ouais. que tu supprimes tout le reste et que tu le mettes en mode vraiment 100% dédié là-dedans. Je pense que ça peut être intéressant de faire genre Exactement. une semaine avec le Fairphone. Ouais. Il y a vraiment un concept. Il y a un autre truc. Bon, après, tout ça, c'est pas magique, bien évidemment. Faut l'appliquer. Mais moi, je retombe dans mes travers à chaque fois sur des trucs où, par exemple, j'ai créé des interfaces sur mon téléphone pour que ce soit le plus minimaliste possible. On avait déjà parlé un petit peu, ouais. On en avait parlé dans le workflow qu'on adapte, etc. Mais en fait, tu vas recréer des habitudes. Par exemple, moi, j'ai rien sur ma page d'accueil, mais je swipe, j'ai toute la galerie d'applications et se trouve Instagram à l'intérieur. À un moment, tu swipes, machinalement, tu vas récupérer le mouvement et tu vas l'imprégner. Instagram, ils sont trop forts, hein, c'est vraiment le chétan. Hein. C'est J'ai à un peu près délire. la même chose que toi à 2 niveaux. C'est-à-dire que j'ai le mode travail, donc ne pas déranger, où en fait, physiquement, l'application, tu vois qu'elle est grisée. Et quand je clique dessus, ça te dit vous êtes en mode nanana, l'utilisation de l'application est verrouillée. Et après, tu peux le déverrouiller pendant genre 10, 15, une demi-heure. Je mets 5 minutes et sur Instagram, j'ai une limite de temps. Tu peux configurer sur l'application si ça vous intéresse. Vous allez dans les paramètres et je crois qu'il y a gestion du temps d'écran ou quelque chose comme ça. Vous pouvez dire par jour, je veux un rappel de quitter à plus de 30 minutes. Rappel que tu peux bypasser. J'ai 2 barrières, celle du téléphone, celle de l'application. Les 2 barrières, je les passe régulièrement machinalement parce que je suis en train de regarder un reel, j'ai la notif dans la gueule et je suis en mode attends, j'ai pas terminé. Donc je continue. Et ça me rajoute 5 minutes sur le timer.
Ouais, non, ça c'est fou. C'est terrible. Il y a 2 livres que je peux vous recommander que je suis en train de lire actuellement. Il y a des auteurs comme Cal Newport qui a fait un livre qui s'appelle Digital Minimalism. On parle du coup de minimalisme digital. L'idée, c'est pas du coup de se couper du monde, mais de choisir ce qui mérite notre attention. Donc cette volonté justement d'aller choisir l'information, de cliquer sur son téléphone quand on a envie. Catherine Price, elle a fait un livre qui s'appelle L'hygiène numérique, How to Break Up with Your Phone. C'est hyper intéressant justement, je viens de le commencer. Et il y en a un autre que j'ai acheté aussi pour dans la même idée, c'est Bruno Patino qui alerte sur la civilisation du poisson rouge. Je suis en train de les lire, je vous en dirai plus quand je les aurai terminés, que j'aurai mis mon téléphone de côté, mais tous disent la même chose, c'est que notre attention, elle est hyper précieuse et aujourd'hui, finalement, elle est limite en danger. Parce qu'on vient s'abrutir devant du contenu qui nous sert pas forcément, parfois qui nous sert, mais soyons honnêtes, il y a 70% de choses qu'on pourrait laisser passer. Mais c'est surtout qu'en fait, on laisse complètement notre cerveau s'évader, on perd le contrôle sur ce qu'on fait, sur ce qui se passe. Et l'idée, c'est de reprendre un petit peu de contrôle sur cette partie-là. Et il y a des jours, c'est plus compliqué que d'autres, parce que je le vois, même moi, j'essaie de m'appliquer cette discipline. Et il y a des moments où juste, en fait, je suis fatigué, j'ai envie de rien faire, et rien faire, c'est parfois pas être sur son canapé, c'est prendre son téléphone et laisser son cerveau s'évader. Et ça peut fonctionner avec les jeux vidéo, ça peut fonctionner avec la lecture, ça peut fonctionner avec beaucoup de domaines différents en fonction de ce qui vous anime, mais c'est vrai que le smartphone, avec les réseaux sociaux, c'est le côté un peu piégeux parce que c'est la facilité, quoi. Tu sais que c'est fou ce que tu viens de dire parce que j'ai vu une étude de l'Université de Virginie de 2016 qui s'est mis à observer 221 étudiants pendant 2 semaines. Et ce qu'ils en ont tiré, c'est que les notifications, ça induit des symptômes similaires au déficit de l'attention et à l'hyperactivité pour des gens qui n'ont pas de diagnostic. C'est-à-dire que tu te retrouves dans la même catégorie de maladies, enfin de troubles, de troubles de l'attention sévère, etc. Alors que tu n'as pas de diagnostic. Ouais, c'est fou que ça arrive à remapper ton cerveau, qu'il y a des gens qui ont été payés pour faire des interfaces et des moyens de garder ton attention, encore une fois, dans des buts publicitaires et de vendre des produits, tellement fort que ça remappe ta psyché. C'est fou. D'ailleurs, on peut même se projeter plus loin. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle dans ce podcast, mais si on se projette beaucoup plus loin, une des peurs du tout intelligence artificielle qui remplacerait le travail entre celui des cols blancs et celui des cols bleus, parce qu'on mettra de l'intelligence dans les robots qui pourront effectuer des tâches manuelles, il y a beaucoup de gens qui ont très très peur, ont le vertige de se dire que, en fait, nous, aujourd'hui, en tant qu'humains, on est un peu défini par ce qu'on fait, par notre travail, par notre activité. Ça veut dire que si demain, l'IA remplace tout ça et qu'on n'a plus de tâches à faire parce qu'en fait, tout est remplacé, il y a ce côté un peu qui fait peur de se dire qu'est-ce qu'on va devenir ? Est-ce qu'on va s'ennuyer ? Est-ce qu'on va perdre notre raison d'être ? Et ça, c'est quand même un des arguments aussi qui peut être fou. Moi, je vous propose quand même d'aborder un sujet qui est important dans ce podcast, c'est peut-être rappeler à certaines personnes qu'est-ce qu'on perd en s'ennuyant plus, en fait ? Déjà, moi, de ce que j'en ai compris, c'est qu'on perd la fameuse créativité et la résolution de problèmes. Tu sais, les moments où tu disais, t'as un souci, t'étais sur un bricolage et finalement, la solution, le fameux moment Eureka, arrive au moment où finalement, tu t'ennuies. Ou même, juste par rapport à ça, bosser sans distraction et tu rentres dans cet état de flow si tu l'as déjà, expérimenté. T'es dedans, tu bosses, tu as l'impression d'avoir trop bien progressé. Au moment où t'en sors, tu regardes l'heure, tu te dis, putain, c'est passé 2 heures, j'ai l'impression que c'est passé un quart d'heure. Ouais. T'as trop bien avancé, tu t'es pas laissé distraire, c'est trop satisfaisant, cette espèce d'état de grâce du travail. Ouais. Quand ça passe vite comme ça en un éclair, c'est et le sentiment de satisfaction que tu as derrière en disant putain, j'ai trop bien avancé, je suis trop content. Ouais. Alors, en général, quand tu l'as, celui-ci, tu t'accroches. Mais... tu as aussi le fait que tu empêches ton cerveau de faire des connexions un peu inattendues, tu vois, qui fait que y a des choses qui viennent se créer dans ta tête et c'est un peu le moment créatif des choses, ce moment où on invente un concept de vidéo ou d'un sujet qu'on n'avait pas forcément vu venir en y réfléchissant et au final, qui nous tombe dessus un peu par hasard. Moi, tu vois, j'ai fait un peu de rap il y a très longtemps, j'écrivais, voilà, et en fait des fois mes meilleures punchlines elles venaient quand j'étais dans les bouchons en allant au boulot ou parfois en étant en cours quand j'étais jeune et que j'écoutais pas du tout ce que le prof disait et que en fait mon cerveau il vagabondait un peu comme ça. Il y a ces trucs là. On perd aussi apparemment la construction de soi, une espèce d'introspection, se poser des questions de qui on est, qu'est-ce qu'on veut être dans la ville, et voilà, ça c'est une des conséquences directes de l'ennui.
cette fameuse introspection où on fait le point, on planifie un peu l'avenir, le vrai, hein, l'avenir, pas juste des to-do list qu'on va se mettre sur le téléphone. On consolide aussi des souvenirs. C'est dans ces moments-là où parfois on a, je sais pas si ça t'arrive, mais moi il y a des fois où je m'ennuie et tout d'un coup je sais pas, on dirait mon cerveau ou peut-être c'est vrai, mais une odeur qui vient me rappeler un lieu, un moment de ma vie d'il y a très longtemps. Et c'est marrant, j'ai ces réflexions-là quand je balade mon chien généralement, où soit j'ai de la musique, soit j'ai carrément pas de musique, mais j'ai ce moment-là où pendant 45 minutes, 1 heure, je suis juste avec mon chien et je profite. Et j'ai ces trucs-là où c'est vrai qu'il y a une odeur, et je sais pas pourquoi j'ai ces flashbacks précisément uniquement pendant une période de ma vie, je sais pas pourquoi, ou quand je vais avoir une odeur, une sensation où le temps. T'as l'impression d'avoir vu quelque chose et en fait ça s'est pas passé, mais t'as l'impression de le voir. Et parfois j'ai des flashbacks de moi qui suis en train de jouer à Call of. Moi quand je te dis ça, c'est même la météo. La météo. Il y a des fois, tu sais, quand il fait gris et tout, ça me rappelle les moments où je sais que quand je rentrais du Portugal et que j'arrivais en France, alors je dis non pas pour dire qu'en France il fait toujours moche, mais je me souviens que quand je revenais et qu'il faisait très tôt le matin et qu'il faisait gris et tout, et je me souviens le plaisir que j'avais quand je retrouvais la télé française, parce que la télé portugaise c'était à s'ouvrir les veines à l'époque, vraiment il n'y avait rien pour les jeunes et tout, c'était vraiment un truc, tu sais, tu voulais me punir, tu me mettais devant la télé portugaise, tu me mettais bien. Mais du coup, quand je revenais en France et que je me souviens, j'arrivais dans ma famille à Bordeaux parce qu'on s'arrêtait et je voyais, je dis ah cool. Et il y a une météo, je sais pas particulière, qui me ramène un peu à ce moment-là. Donc c'est assez ouf parce que en vrai, sans ce genre d'effet qu'on vit toi et moi, même Rewan d'ailleurs, et c'est une succession de présences en fil conducteur en fait, vraiment. Donc ça rend assez ouf. Et aussi, on a cette fameuse résilience et la concentration, justement, qui, à chaque fois qu'on fuit systématiquement l'inconfort de l'ennui, on devient moins tolérant à tout ce qui n'est pas immédiatement gratifiant. Notre capacité à nous concentrer sur une tâche longue et ardue, elle s'érode avec le temps. Et là, en fait, c'est pour ça que c'est vraiment pour moi un des 3 piliers sur le fait de qu'est-ce que nous apporte l'ennui. Je pense que c'est important aussi de le voir, de se le rappeler. Et moi, je sais que je me force de temps en temps à m'ennuyer. Il n'y a pas si longtemps, j'ai eu des rendez-vous médicaux. Et en fait, je me souviens que je me suis obligé dans la salle d'attente à ne pas utiliser mon téléphone. Et j'observais en plus les gens autour de moi, en fait. Ça, c'est un vrai défi que je me fais parfois quand je suis dans un lieu public, machin, où je regarde tout le monde autour, full téléphone. Et moi, je suis en mode... Non, je le prendrai pas, je m'en bats la race. Alors, il y a un moment très particulier, ça m'arrive, c'est quand je suis... j'allais dire dans les transports, pas vraiment dans les transports, mais entre les changements de stations, de stations, etc. Ça m'arrive de le faire dans les transports, mais une fois que tu es assis et tout, flemme de regarder juste le truc défiler. Mais globalement, quand je marche, il y a beaucoup de gens qui marchent avec le téléphone dans la main, tête baissée, etc. Moi, j'essaie de regarder un petit peu où je vais, voir ce qui se passe, etc. Et juste un petit disclaimer là-dessus. Tout le monde n'est pas PDG d'une grande entreprise. Tout le monde, pareil, hein, vous n'allez pas louper les notifs. Arrêtez avec le téléphone au volant. C'est un truc de fou. Le téléphone, moi, quand je l'ai, il est posé, il a le GPS. Même quand je fais un trajet qui a 8 minutes ou il y a 1 km et je connais le trajet par cœur, je le pose, j'ai Waze, à droite sur son support. Les gars, le téléphone au volant, faut arrêter. Par pitié. Ça, c'est trop grave. Vous vous rendez pas compte du risque que pour vous et pour les autres sur la route, les autres usagers, ça peut être très grave. On digresse, mais c'est vrai que c'est un truc intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le font encore malgré tous les dangers qui sont représentés. Mais on digresse pas vraiment parce qu'en fait, t'as des gens qui s'en servent au feu, genre en mode tu les vois, les mecs qui répondent à SMS ou qui regardent un truc sur Insta et qui rachètent du contenu. Non, fais-le à la fin de ton trajet. Là, t'es dans ta voiture. T'es dans un engin de mort pour toi ou pour les autres, tu peux avoir un accident à la con. Et enfin, tu vas pas gagner de temps en utilisant ton téléphone. Tu répondras à ton SMS ou ton truc, tu feras. Pas besoin de faire ta story en mode je suis fraîche au volant. Non, flemme. Personne trouve ça cool en plus, personne ne regarde. Donc notre formule, ennuyez-vous dans les feux rouges. Voilà. Et on vous le dit. Même pas dans les feux rouges. Et pourquoi je parle de ça maintenant, truc intéressant, mais je suis en train de passer le permis moto et maintenant tu as le code moto. Et le code moto, pour le réviser, qu'est-ce que j'ai fait ? Paradoxalement, je me suis mis des notifications. Tous les soirs, à telle heure, je faisais une série du code moto sur une application, etc. Et justement, le fait d'avoir cette notification et de,
d'avoir un rappel régulier. Au bout d'un moment, j'avais presque plus besoin de la notif, mais ça avait commencé à créer, du coup, dans le bon Une sens du routine, terme, ouais. la routine. Même routine que j'ai pour le sport, même routine que j'ai pour la préparation du podcast, même routine que j'ai pour les courses. Et en fin de compte, il y a un effet plutôt positif aussi sur comment dire, les rappels qui sont effectués dans le cadre d'activités, avec des gros guillemets, académiques. Tu vois. Duolingo, c'est justement ce qu'ils ont réussi à mettre en place, Ma notamment avec femme. les strikes. Sur Duolingo, elle a une strike de 300 jours. Elle est Mais pas ouais. bien quand elle fait pas les Et trucs. ce sentiment est hyper intéressant, Ouais. le fait d'être pas bien justement parce que tu l'as pas fait ou tu dois le faire, tu te Absolument. ressens comme une obligation et cette notification, elle peut être utile, pratique, même s'il y a un côté ultra pervers. Et ils ont Exactement. réussi à le faire, c'est ça qui est Mais très, très là, fort. en fait, si tu veux, ils ont associé le côté mauvais addictif du truc, mais dans une démarche de, effectivement, j'apprends. C'est-à-dire que je mets le côté ça me manque, ou je ne veux pas perdre ma série comme tu as sur Snapchat avec les Snap Flammes qu'il y avait eu pendant un moment, etc. Enfin, qu'il y a toujours, mais moi, j'utilise plus Snap. De te dire, je mets à profit ce système-là, mais pour quelque chose de positif. Et en fait, les notifications, je pense qu'on peut englober un petit peu leur usage à un usage maîtrisé. C'est-à-dire que toutes les notifs sont pas bonnes à prendre. Il y a des gens, je sais que je communique avec eux à travers certaines applis ou pas, et en fonction du canal sur lequel ils me contactent, c'est plus ou moins urgent, tu vois. Si ça est un SMS, je sais que c'est des trucs qui sont un petit peu chauds, alors que si c'est sur Insta, on s'envoie des conneries. Alors, je vous invite à aller sur votre temps d'écran. Aujourd'hui, c'est accessible pour n'importe qui. D'aller sur la catégorie semaine. Si vous nous écoutez à la maison, n'hésitez pas à le faire aussi. Pas au volant, hein. Non, justement, si vous êtes bien chez vous. Et d'aller regarder le nombre de notifications quotidiennes que vous recevez. Un adulte reçoit en moyenne plus de 30 notifications par heure. C'est ce que Inside Hook ou Psychology Today s'appuie du coup sur ces analyses avec des rapports internes d'entreprise tech. C'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, on a une grosse pluie de continu d'interruptions et que chaque petite vibration, ça agit un petit peu comme une petite piqûre qui attire ton attention et qui te sort complètement de toute concentration et qui te détourne complètement l'esprit. Pour vous donner un ordre d'idée, dans ma semaine, je reçois en moyenne 10 notifications par jour. Ah ouais? Parce que j'ai fait un énorme travail Ah ouais, sur justement tout ce qui va être application que je veux filtrer, les messages que je veux avoir, etc. Et donc, c'est compliqué de mettre en place tous ces trucs-là. Et en même temps, c'est limite... C'est obligatoire pour ne pas avoir à rester dans notre tâche, en fait, à se concentrer et rester focus. Mathieu, tu l'as ? Écoute, je suis en train de regarder. Là, juste ce matin, j'en ai eu 62 déjà. Oh, waouh ! Attends, et pour te donner un exemple, mon top 3, le premier, c'est 132. Et je suis monté le lundi à 170 notifications. Waouh ! Alors Voilà. les gars, je vous explique. Juste là, aujourd'hui, je suis à 83 notifications. Mais non ! À 28 déverrouillages de téléphone. C'est Ouais, je suis à 58. Je suis à 19 aujourd'hui et j'en ai fait 47 hier. Et le pic, c'est 58 déverrouillages. Bon, Aïe, bah, aïe, aïe. c'est l'exemple C'est- parfait du... Généralement, je vais chercher l'information. Donc, Ouais. je vais sur WhatsApp, par exemple, pour qu'on puisse discuter ensemble. Et il y a un gros facteur de ces trucs-là qui est vachement mis en place par notamment les PDG d'entreprise, mais c'est beaucoup mis en place par d'autres choses, où tu mets des créneaux dans ta journée par rapport à ce que tu veux faire. Et moi, il y a un gros truc sur lequel j'ai fait un gros travail, c'est notamment les mails. On est submergé de mails en permanence parce qu'on doit avancer sur des projets, qu'on a beaucoup d'intervenants, Et qu'on discuter a des avec sollicitations aussi. sollicitations, je dois discuter avec mon agent créatif, ma chargée de prod, etc. Et il y a des moments où tu es en train de faire une tâche, hop, tu as une petite idée où tu veux voir si t'as pas une news, tu vas sur ton mail. Tu refais des allers-retours comme ça en permanence. Les gens, ils se disent, ok, aujourd'hui, je me prévois un créneau de 10 minutes ce matin consacré à mes mails. En fin de journée, 30 minutes, 10 minutes consacrées à mes mails. Et du coup, pendant ce laps de temps-là, tu le fais pas. Et du coup, c'est toi qui vas chercher l'information et c'est pas elle qui vient à toi, ce qui permet de mieux maîtriser la chose. Mais il y a un côté hyper révélateur, c'est qu'au final, vous êtes hyper sollicité. C'est dingue. Ouais, c'est ouf. Hein. Et Ouais. vous avez une application top qui vous sollicite le plus. Parce qu'au final, ces sollicitations peuvent être facilement
enlevable, si je puis le dire comme ça, Oui, oui. en enlevant les notifications, on peut le ou maîtriser. machin, en le maîtrisant un peu plus, mais c'est surtout en fait, bon, il y a des applications qui sont indispensables, les messages, téléphone et tout ça, où tu as envie de le garder, ou en tout cas pendant certaines heures de la journée, tu le disais Rewan, ou à certains moments tu veux avoir des contacts privilégiés qui te contactent, qui peuvent t'envoyer des messages. Et il y a d'autres où ça va être, je sais pas, un Candy Crush qui va t'envoyer une notification, par exemple, ou d'autres choses. Mec, je suis choqué, je suis en train de regarder et je découvre que WhatsApp, c'est l'appli qui m'envoie le plus de notifications. Alors que perso, moi, je suis pas trop un grand fan de WhatsApp. Mais c'est vrai qu'avec tous les groupes famille, les machins et tout, en fait, t'en reçois plein. La deuxième aussi qui me choque un peu, c'est Instagram. Alors que moi, perso, je suis pas trop client de Insta. J'ai pas mal de travers aussi, hein, mais j'ai pas les mêmes travers que vous avec les TikTok, les machins, les shorts et tout. C'est pas trop ma cam. Mais en fait, c'est vrai que comme je travaille beaucoup le réseau en ce moment, en postant pas mal de shorts et de choses comme ça, c'est vrai que je pense que ça doit venir de là où j'ai pas mal de likes de temps en temps qui arrivent. Avec Bubble aussi, on a pas mal de gens et ça me permet de remercier les gens qui like nos posts. C'est vrai qu'on a pas mal de likes aussi qui remontent aussi. Et après, je pense que par exemple TikTok, j'en ai que 3, mais parce que j'ai bloqué vraiment les notifs. Vraiment, je le regarde comme le chétan et du coup, il a pas accès. Il demande accès à tes contacts, je lui ai pas donné. Il y a plein de trucs que je lui refuse. Et TikTok, malgré que c'est un des réseaux que je travaille aussi beaucoup en ce moment pour faire grandir mes réseaux, c'est moi qui vais ouvrir l'application pour aller checker le truc, quoi. Moi, sans surprise, le numéro 1, c'est Insta. Après, je sais que, comment dire, Insta, ça m'arrive de l'ouvrir dans la journée, pareil, entre deux meetings, des fois, pour, encore une fois, avoir l'espèce de petite injection de dopamine, tu vois. Je reçois beaucoup de conneries dans la journée. Mais je sais que je vais pas nécessairement les ouvrir. C'est-à-dire que moi, je vais regarder des trucs que j'en envoie quand j'envoie des marottes, etc. Mais ça m'arrive. Pendant la journée, je vais pas nécessairement ouvrir celles qu'on m'envoie. Il y a Quentin qui m'envoie, je sais quand il m'en envoie parce qu'on a aussi le canal Bubble où des fois c'est plutôt de la news qu'on se partage. Et en fait, je pense que l'appli bien-être numérique là sur le Pixel, c'est aussi ça comptabilise celles qui sont bloquées pendant la journée. Donc je reçois des notifs, mais en fin de compte, je clique pas nécessairement dessus, tu vois. Elles sont pas forcément visibles, mais tu les reçois. Forcément visibles, mais tu les reçois et du coup, ça compte comme une notif que tu as reçue. Par contre, j'ai pas de jeu sur mon téléphone, donc j'ai pas de notif de jeu, etc. Et surtout, je fais un gros taf sur les sollicitations non voulues. C'est-à-dire que si je vois une notif et qu'une fois je me dis mais ça c'est de la merde, je vais automatiquement, j'ai le réflexe d'aller dans l'application, de trouver parfois bien caché le paramètre qui te dit bah là non, je la veux pas. Facebook, c'est les pros à ça. Ah, ça c'est Facebook, je veux les notifs d'anniversaire. Là, en ce moment, j'ai les commentaires à la une. C'est-à-dire que maintenant, tu peux taguer à la une et tous tes potes reçoivent une notif en mode telle personne a mis un commentaire pour que vous le voyez, a mis à la une un commentaire pour que vous le voyez. Je ne veux pas. Et c'est que des concours. Parce que les mecs, ils ont vu la fonctionnalité, ils ont dit oh, gagner un camping-car à la une. Si tu tagues tes potes, du coup, plus de monde va voir ce poste. Faut aller se faire foutre. Mais en même temps, tu vois, notre cerveau, il s'est accoutumé à ce truc-là, de recevoir, d'être abreuvé de notifications. Et donc, limite, t'as envie de les garder parce que tu te dis, bah, tu veux pas perdre une information qui pourrait être essentielle à un moment. Alors, je suis d'accord, mais ça dépend du support. Insta, c'est très rare que j'ai des notifs qui soient utiles. C'est souvent de la connerie. Les messages, je sais que c'est quasiment tout le temps important, tu vois. Et même sujet sur les mails, dans mes boîtes mail, j'ai très peu de newsletters et de conneries. Donc, quand je reçois un mail, en général, c'est plutôt un truc important ou c'est de la veille. Donc, encore une fois, il y a le taf. En fait, le truc un peu pervers, c'est que dans les notifs, je sais lesquels notifs sont à la con. Mais j'ai pas nécessairement la démarche de me dire bah, je vais aller les bloquer parce que ça me fait toujours plaisir de se voir des vidéos à la con ou quand quelqu'un m'envoie une connerie me dire ah je l'avais pas vu ou alors il a pensé à moi quand il me l'a envoyé, c'est un peu marrant, tu vois. De toute façon, je pense qu'il y a un gros truc personnel là-dedans. Là, l'idée du truc, c'était de mettre un petit peu le nez dans le caca pour voir ce qui se passe. Mais l'idée derrière tout ça, faut pas en tirer des conclusions en disant oui, en fait, il faut retirer toutes les notifications, même ceux qui sont importantes et tout. Il y a au côté aussi important aussi de s'évader, de s'octroyer des moments. Et si vous n'avez pas envie de bloquer les notifications, le faites pas. Par exemple, c'est une prise de conscience, ouais, tout à fait. Les notifications Bubble, je les ai activées. Les notifications des conversations familiales sur WhatsApp, et je les ai mis en muette. Comme ça, c'est moi qui y vais si jamais il y a une info. Et généralement, genre, il y a mes parents, mon frère qui m'envoie un truc. Let's go, la famille qui écoute le podcast, qui vient de faire un AVC. Qui vient de passer en seconde position. Je te jure, le papa qui est sur le podcast, il a dit comment ça, tu m'as mis en mute. T'es fou, tu mets ton père en mute. Mais t'es fou. J'ai une conversation avec ma mère et ma femme. De temps en temps, c'est ma femme qui vient me voir en me disant hey, tu peux répondre à ta mère? J'ai pas reçu de message. Pas reçu de notif, qu'est-ce que tu me racontes? Ah putain, et là je vois, il y a la cloche barrée. Tu sais, la cloche qui est barrée. Je fais waouh, oh merde. Mais c'est vrai que j'aime bien ce côté quand le calme revient
où t'as pas de notification et tout, tu t'y vas, et en même temps, il y a des moments où bah, ton cerveau, il te réclame sa dose, quoi. C'est ça, et même si t'as plus la notif, des fois tu le chopes, comme on en avait parlé dans l'épisode où tu avais parlé du fait que tu avais fait une semaine sans smartphone, bah tu le sens dans la poche, tu le touches, bah t'as envie de le prendre. Exactement. Et c'est marrant, ça me fait rebondir sur Mel Robbins, qui a fait un livre qui s'appelle la règle des 5 secondes, qui a dit un truc Que tu m'as conseillé et que j'ai lu, et que j'ai lu et que j'ai filé à madame aussi, effectivement. Et je vous conseille vraiment de le lire, ça se boit, c'est très très rapide, et franchement les réflexions sont hyper intéressantes. Mel Robbins, qui est une auteure du coup qui traite de ce sujet-là de manière étendue, un peu plus sur la motivation, sur c'est la motif, c'est très dev perso. Ouais, dev personnel, exactement. Et elle dit un truc très simplement: si vous ne décidez pas comment votre journée va se dérouler, quelqu'un d'autre le fera à votre place. C'est une citation tirée du coup de son livre, et qui résume du coup ce défi de rester aux commandes de sa propre attention. Et dans un TEDx, elle disait aussi que le vrai pouvoir, c'est pas de répondre à tout, c'est de choisir à quoi on répond. C'est un truc très con sur la discipline numérique, où parfois, en fait, si t'es moins stimulé, t'arrives à te concentrer sur des tâches plus importantes, et parfois, t'as besoin de ces stimuli pour régler des tâches importantes. Donc, faut aussi le mettre à son niveau et le gérer de manière personnelle, je pense. Ouais, tout à fait. Depuis tout à l'heure, j'entends qu'on parle aussi un peu des PDG. Tu disais, ouais, on n'est pas des PDG, machin, faut pas le truc au volant, etc. C'est la caricature du mec tout le temps busy. Ouais, et ben, je trouve qu'en vrai, l'ennui, ça devient un vrai marqueur social. On essaie de nous inculquer aussi à privilégier la déconnexion. Et qui fait ça souvent? Et ben, c'est les cadres supérieurs et les élites. Elles se payent souvent des retraites de détox digital. On le sait, on en a déjà traité un petit peu le sujet. C'est le genre de carrière de personnes qui vont privilégier la méditation. Moi, je vois qu'à un moment, il y a eu une hype autour de la méditation. J'en voyais tout le monde, et c'était beaucoup très... tout ce qui est parisien, les bobos, etc., qui avait une hype autour de la méditation. On se met tout le monde à dos dans cet épisode. Voilà. C'est terrible. Exactement. Les mecs, les conducteurs, la famille de Quentin, let's go. C'est terrible. Mais en vrai, tu sais que les cadres supérieurs et les élites, en fait, quelque part, c'est valoriser ça, le fait de prendre le temps, de prendre le recul par rapport à des décisions ou justement à des pensées stratégiques. Donc ça, c'est aussi un petit peu important. Par exemple, on peut parler aussi des employés ou des travailleurs précaires. Par exemple, pour un livreur, un chauffeur de VTC, un freelance, bah, une notification, c'est pas une distraction, mais c'est un revenu. Donc la déconnexion pour eux, ils doivent très mal le vivre, tu vois, quand ils voient pas leur téléphone s'animer, parce qu'en fait c'est une perte d'argent en fait, et il faudrait leur rappeler quand même qu'il faut parfois savoir se déconnecter. C'est pour ça que c'est très personnel, les notifications, on en parlait, et donc ouais, il faut savoir rebondir et l'adapter en fonction de son usage. Et du coup, moi, la question que je voulais vous poser, c'est que franchement, finalement, l'ennui, c'est vraiment la question de ce podcast. Est-ce que ça ne devient pas un luxe, et ça devient même un fossé entre ceux qui peuvent se permettre, parce qu'ils peuvent se payer soit des personnes qui vont faire des tâches à leur place, qui vont leur permettre de dégager du temps, et tu as ceux comme nous qui n'ont pas cette possibilité-là et qui sont toujours en train de courir derrière le futur stimuli, mais aussi la future opportunité. Moi, je sais qu'actuellement, aussi, mes mails sont devenus très, très importants, et notamment les mails de la chaîne, parce que j'attends toujours la prochaine opportunité qui va me permettre de pouvoir dégager un peu de revenus par rapport à mon travail. Sans avoir à payer quelqu'un, je pense qu'il y a un côté très important, c'est nous arriver à se dégager du temps, et au final, bon, rigoler sur les notifications, mais le temps que tu vas avoir sur ton temps d'écran de téléphone, qui aujourd'hui varie autour des 3h30 pour une moyenne quotidienne, c'est un temps que tu peux mettre à profit ailleurs. Donc il vient toujours cette réflexion de t'es pas obligé d'être un cadre, d'être blindé de thunes pour t'octroyer du temps. Alors c'est plus facile, forcément, mais c'est pas pour autant que tu peux pas l'exécuter toi maintenant. Bah, je pense que ça, t'as raison, c'est un acte de résistance quelque part. Il faut aussi se l'imposer pour reprendre le contrôle par rapport à tout ça. Et il y a un dernier point que je voulais voir par rapport à cet axe-là aussi, c'est qu'on le voit sur l'éducation des enfants. Par exemple, les gens de la Silicon Valley qui sont blindés, eux, en général, ils ont tendance, on le voit souvent des articles où ils nous disent qu'ils interdisent leurs enfants à consulter des écrans. Ils leur favorisent justement tout ce qui est apprentissage, des jeux qui vont stimuler l'imagination, etc., qui va naître de l'ennui, justement. Et eux, en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment les enfants des géants de la tech. C'est souvent les cordonniers qui sont les plus mal chaussés. Donc, alors que nous, pendant ce temps-là, bah, on va être tenté, moi, en étant parent, je vais honnête avec toi, on a tendance à donner un écran comme étant la babysitrice idéale, ou le babysitter, je ne sais pas si on dit babysitrice, mais peu importe. Alors, en tout cas, pour essayer justement d'occuper mon enfant. Et on a du mal à essayer de ne pas sombrer à la tentation quand ils viennent nous casser les pieds en nous disant je vais faire ci, je vais faire ça, je m'ennuie. C'est très difficile aujourd'hui de dire à un gamin,
tu joues dans ta chambre. Moi, je le fais. Donc, il y a des moments où, pareil, parce qu'on s'alerte un peu quand tu vois que ton gamin, il a passé 2 heures devant l'écran et que, en fait, toi, tu as besoin encore de temps. Il y a des fois où je m'impose et je sais que je veux aller au conflit avec lui en lui disant, maintenant, t'arrêtes les écrans, tu vas dans ta chambre, tu te débrouilles, tu joues et autres. Et c'est un moment qui est très difficile en tant que parent. Je pense que tu as répondu à une question sous-jacente. C'est en fait, il y a un entre-deux entre le fait de vouloir garder, comment dire, dès le plus jeune âge, l'attention sur les écrans, ce genre de choses, et les conditionner à ce genre de stimuli, ou à les priver complètement de toute interaction avec n'importe quel objet numérique. Moi, je suis plutôt dans la démarche, alors j'ai pas d'enfant, hein, mais je pense que je serais plutôt dans la démarche avec un usage responsable. C'est-à-dire que aujourd'hui, en grandissant, c'est très compliqué, que ce soit socialement ou que ce soit pour les différents axes de la vie quotidienne, d'être affranchi complètement de l'usage d'un smartphone. Maintenant, tout se fait à travers des écrans, que ce soit effectivement l'actualité, les sujets pro de la vie de tous les jours, je sais pas, de vérification de tes comptes, même les courses. Il y a énormément de trucs qui se font. Donc, je pense que comme nous, en tant qu'adultes, on doit avoir un usage responsable du temps d'écran et de notre rapport à la dépendance avec les smartphones, notamment au travers des mauvais torts créés par les marketeurs pour nous garder un maximum de temps de cerveau disponible sur les applications. Mais que ce travail-là, il nécessite qu'on soit honnête avec nous-mêmes pour après faire transpirer ce genre de raisonnement avec nos enfants. Mais c'est compliqué hein, parce que tu l'as vu, tu en parlais tout à l'heure, il y a une étude qui montre que avec les étudiants, là, tu parlais du fait que les syndromes, les notifications de l'hyperactivité, les troubles de l'attention, etc. On est peut-être en train de créer malheureusement une génération qui sera incapable d'autonomie créative au final. Parce que si on leur apprend plus à s'ennuyer, moi j'ai l'impression que mes gamins, ils ont toujours quelque chose pour pouvoir se stimuler. Alors, il y a des fois, je suis obligé de forcer pour leur dire stop, tu vas dans ta chambre, tu as des jouets. Des fois, je le menace. Hein, je lui dis sinon, je prends tous tes jouets, je les tège, je les vends, je les donne à ceux qui vont vraiment s'en servir. Mais moi, je vois des bacs remplis de jouets et finalement, pour un temps d'utilisation qui est très, très, très peu. Quoi. Parce que je pense que l'ennui, finalement, c'est presque devenu une fonction qui est oubliée, qu'on doit un petit peu se le réapproprier, et c'est un truc profondément humain finalement qu'on a perdu au fur et à mesure parce que on a peur aussi d'être seul et ça nous oblige à aller sur notre téléphone pour s'échapper un petit peu, réfléchir, ressentir, rêver, c'est des trucs qu'on fait de moins en moins. Et il y a aussi peut-être un inconfort, un truc inutile en apparence, mais finalement essentiel en profondeur. Et à l'ère des notifications, s'ennuyer, tu le disais Mathieu, ça devient un luxe qu'on doit s'offrir finalement. C'est pas qu'on peut, c'est pas qu'on pourrait, c'est qu'on doit vraiment essayer de se recentrer là-dessus. Alors la prochaine fois, si vous êtes tenté de sortir votre téléphone, le faites pas. Attendez, laissez venir ce petit vide, laissez-vous emmener quelque part, et c'est peut-être là que naîtra votre prochaine idée brillante. Vous en pensez quoi ? C'est une nécessité, hein. C'est une sorte de jachère pour le cerveau. C'est un peu comme l'agriculture. Si on ne laisse jamais reposer la terre, on va finir par l'épuiser complètement. Au final, le vrai luxe aujourd'hui, hein, c'est peut-être simplement d'en prendre conscience et de décider activement juste de ne rien faire. Merci les osios, ça fait plaisir. Beau petit sujet. N'hésitez pas à nous en parler sur Instagram si vous avez envie, si vous vous posez des questions. On est ravis d'en discuter avec vous. N'hésitez pas à mettre les petites 5 étoiles si ça vous fait plaisir. Et puis on se retrouve dès lundi prochain pour un nouvel épisode sur Bubble. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao. Ciao.